Bonjour à tous, c'est Elodie, c'est reparti pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler des émotions. On abordera 5 émotions les plus communes: la colère, la tristesse, la peur, la honte et la joie. Chacune de ces émotions a un rôle crucial dans notre bien-être. On vit à une société où on a parfois des codes ou des appréhensions, des stigmas quant aux émotions. Donc on va dire que la colère c'est mal, être heureux, c'est bien. On a une approche qui manque un petit peu de nuance quant à la complexité émotionnelle. Cet épisode va être dédié pour nous aider à faire le tri, à mieux comprendre ce qu'on ressent et à mieux agir en conséquence donc de nos ressentis. Donc la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une différence entre émotion et sentiment. Parfois, on a tendance à utiliser les deux de manière un petit peu interchangeable. Émotion, donc, ce sont ces blocs bruts de réactions chimiques en nous, où vous allez avoir des réactions qui vont faire que vous vous sentez joyeux, vous vous sentez triste, vous avez de la honte, vous avez de la tristesse. De l'autre côté, les sentiments, ça va être l'interprétation que vous vous faites, la petite histoire que vous vous racontez quant à ces émotions. Et ça va venir donc avoir un lien entre la manière dont vous ressentez les choses et la manière dont vous l'exprimez au monde extérieur. Le plus vous êtes en accord avec vous-même, le plus vous allez être transparent quant à vos émotions et vous n'allez pas avoir à admettre quand vous êtes jaloux, quand vous êtes triste ou quand vous êtes frustré. Vous allez pouvoir mettre des mots sur vos émotions. Mais si vous avez grandi dans une famille ou dans un environnement vous invitant à taire ce que vous ressentez vraiment afin de vous fondre dans le moule et qu'en fait on vous a invité un petit peu à réprimer vos émotions tout au cours de votre vie, il y a peut-être une forme de dissonance en vous qui fait que vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions et peut-être même que parfois on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait pas comment le nommer parce qu'on se retrouve dans des situations où on est confronté à des émotions presque nouvelles, se manifestant comme jamais auparavant. Et donc, on peut avoir du mal à identifier exactement ce qu'on ressent et on peut avoir encore plus de mal à faire une différence entre ce qu'on ressent et l'histoire qu'on se raconte quant à ce qu'on ressent. Ok? Donc, dites-moi si ça c'est clair pour commencer. Donc, la colère. La colère qui est antagonise en société. La colère qui est souvent en fait une réaction quand il y a une injustice perçue. Frustration, ça va être quand quelque chose vous tient à cœur généralement. L'air, ça va être quelque chose qui peut avoir tendance à nous échapper, voire même à nous dépasser. Et en fait, cette colère, elle va venir désactiver souvent le chakra, parce que vous savez qu'on parle des chakras, donc les 7 chakras, le chakra de la couronne, donc le plus haut chakra, le chakra qui est supposé être votre connexion avec le monde divin, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit une chose, c'est que toutes les émotions sont légitimes. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez, et puis même, ça dépasse presque toujours d'une certaine manière, puisque ça émane de vous. C'est une réaction presque incontrôlable, à moins que vous ayez fait un travail suffisamment important sur vous-même, pour être décelé. Et donc, vos émotions, vous réagissez, vous découvrez vos émotions presque en même temps que tout le monde, d'une certaine manière. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans des situations qui vous mettent hors de vous, il faut bien garder à l'esprit qu'une autre personne à votre place aurait pu avoir une réaction diamétralement opposée et peut-être trouver un moyen de désescalated dans la situation, faire en sorte qu'en fait il n'y ait pas de conflit et qu'il n'y ait pas de diffusion de colère. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis juste que c'est à garder à l'esprit. Parfois, on a tendance à apporter énormément de crédit, de légitimité à ce qu'on ressent. Mais ce qui est important, c'est pas que ce que vous ressentez sur le moment, c'est 10 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, après avoir une conversation constructive. Est-ce que ces émotions ont la même intensité ou est-ce qu'elles ont déjà été transformées du fait que vous les évacuez? Et parfois, en fait, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des colères disproportionnées à cause de malentendus ou autres, ou à cause de mécanismes pour pallier à vos traumatismes d'enfance qui font que vous avez parfois des réactions où vous vous sentez, vous avez l'impression qu'on vous titille, alors que, en fait, l'autre n'est en train de rien faire à part essayer d'avoir une conversation avec vous, mais de par votre ressenti des choses, vous allez avoir une réaction qui est démesurée et vous allez peut-être regretter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser toutes vos colères. Encore une fois, la colère, c'est une émotion pour réagir à une injustice. C'est une énergie de manifestation qui est extraordinairement puissante, la colère. Vous pouvez
mettre de choses en place et que ce soit le chaos, et on passe toujours par le chaos pour arriver vers l'harmonie, même si ça peut parfois prendre un petit peu de temps, mais c'est une étape transformative. Donc les colères sont une énergie très transformative et vous pouvez changer vos vies littéralement sur un coup de tête parce que vous avez tapé une grosse colère et que cette énergie va vous propulser. Mais ça, c'est si vous êtes capable d'une certaine manière, de toujours canaliser la colère d'une manière où elle vous est bénéfique et non pas à vous porter préjudice avec voilà, des colères disproportionnées et vous vous retrouvez à devoir gérer les dégâts et gérer les conséquences d'une colère que finalement vous ne ressentez déjà plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la colère au niveau des chakras, elle va venir désactiver le chakra couronne, la connexion spirituelle, puisqu'encore une fois, une autre personne à votre place, un ange, entre guillemets, aurait pu réagir différemment. Et l'idée, c'est pas de se juger soi-même et de se culpabiliser, mais conscient de ça et de pouvoir visualiser pour soi-même l'écart entre les réactions qu'on a actuellement et les réactions qu'on est capable d'avoir afin que personne n'ait d'emprise sur nos émotions et que personne ne soit capable de nous mettre hors de nous. Donc la colère va venir suractiver le chakra de la gorge. La colère, c'est une force de rejet, voilà, pour repousser une injustice, pour repousser une frustration, pour évacuer un problème. C'est une manière de s'échapper, la colère aussi. Vous voyez parfois les gens qui n'ont pas appris à se canaliser, taper des colères littéralement pour un oui ou pour un non, parce que c'est une manière pour eux d'évacuer tous ces surplus d'émotions qui ont été accumulés. Donc, la colère va aussi venir souvent suractiver le chakra du cœur, puisque les choses qui vous mettent en colère, même si vous n'êtes pas capable de déterminer exactement la raison de votre colère, c'est souvent parce que ce qui vous met en colère vous tient à cœur. Et que donc, toutes ces colères, si elles ne sont pas gérées, elles peuvent mener à des problèmes cardiaques, des maux de gorge et vraiment une déconnexion spirituelle. Puisque quand vous êtes en colère, vous avez tendance un petit peu à inverser les choses. Les problèmes deviennent solutions. Si vous êtes parti dans votre colère, vous pouvez commencer à visualiser les choses et envisager les choses d'une manière en fait qui est complètement absurde et qui vient plus rajouter de l'huile sur le feu que gérer le problème qui vous met hors de vous en fait. C'est à garder à l'esprit. Surmonter la colère est une énergie puissante. On peut l'exprimer de manière saine. Et on peut utiliser cette énergie pour manifester des changements positifs. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire très personnellement sur la colère, c'est que je pourrais jamais vous inviter à repousser ou, comment dire, je pourrais jamais vous inviter à dénier votre colère. Nier votre colère. Je pourrais pas vous inviter à renier votre colère. Ce que je peux vous dire, c'est que la colère, c'est pas nécessairement une émotion publique, en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je pense que les colères sont salvatrices, surtout si vous êtes capable de pas de les garder pour vous, mais c'est vraiment le résidu de votre colère, en fait, que vous voulez souvent partager au monde. Souvent, quand vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, vous allez peut-être dire beaucoup de choses blessantes pour pallier avec en fait ce qui est tout au fond de vous et qui est vraiment le nerf de la guerre et vraiment le point sensible dont vous avez envie de parler. Il y a tout plein d'autres choses qui ont été accumulées auparavant qu'il vous faut évacuer en premier lieu afin de parvenir vraiment à la source du conflit. Bon, en fait, tout ce travail-là de désescalade, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez vous poser grâce à une feuille, un stylo, faire un petit peu le point, le bilan sur ce qui vous met hors de vous, ce qui vous met en colère, et vous épargner une honte potentielle ou des paroles que vous ne pensez pas, des actions que vous regretterez. Non, juste ces précautions et en apprenant à mieux se connaître soi-même et en comprenant bien que la colère, c'est rarement chez l'autre que ça se passe, c'est toujours en nous que ça se déclenche. Donc, je suis pas en train de vous dire que personne ne peut rien faire vous mettant en colère. Je pense que parfois les gens vous mettent, parfois même ils le font exprès hors de vous, ils viennent vous titiller parce qu'ils veulent vous voir péter les plombs. Mais maintenant, il faut se connaître soi-même pour ne pas leur donner cette satisfaction. Ou alors, il faut se connaître soi-même pour savoir dans quelle dimension vous voulez leur donner la satisfaction de sentir votre colère. Donc, toute une variété de nuances, chacun varie les plaisirs, chacun fait comme il veut, chacun va midi à sa porte. Mais ce que je vous conseillerais, avant de prendre le micro, alors d'organiser des complots contre les gens parce que vous avez du mal à gérer vos émotions, parce qu'une forme d'immaturité émotionnelle ou autre,
de prendre le temps de vous interroger sur ce qui vous met vraiment en colère. Et souvent, ce qui en fait énerve les gens, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on vient écailler leur ego. Et encore une fois, c'est souvent une affaire de projection avec toi, tu as l'impression que l'autre est en train de faire ça, mais ça se trouve, vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Ça se trouve, c'est un malentendu. Si ça se trouve, c'est tout simplement aussi une histoire de conditionnement. Tu as grandi dans une famille où certains mots, certaines réflexions, en fait, viennent déclencher chez toi des réactions. Mais ça, le monde entier ne le sait pas. Donc, tant que tu n'es pas capable de t'articuler d'une manière où tu expliques aux gens quel est vraiment le nerf de la guerre et la raison de ta colère, ça va être très compliqué et tu peux avoir des relations qui s'enveniment tout le monde et n'importe qui parce que, en fait, à la fin de la journée, ces colères, aussi justifiées soient-elles à tes yeux, elles restent inexplicables pour la plupart des gens, tu vois. Donc, c'est toute une question de comment veux-tu naviguer dans le monde. Comment veux-tu être perçu? Veux-tu être perçu comme quelqu'un incapable de gérer ses émotions, non hystérique, colique? Enfin, voilà, il y a des gens que ça ne dérange pas d'être comme ça. J'ai grandi avec une mère que ça ne dérangeait pas d'être comme ça. Et ça a bien évidemment beaucoup joué sur mon tempérament aussi, mais j'ai grandi et j'ai réalisé que ce n'était pas ma personnalité et que personnellement, j'ai envie de faire les choses d'une autre manière. Maintenant, encore une fois, moi, la colère, c'est quelque chose que je respecte. Les colères sont salvatrices. Je ne fais pas partie des gens diabolisant à la colère ou, vous savez, parfois aussi, les gens font tout pour vous mettre hors de vous. Puis ensuite, viennent pointer du doigt le fait que, ah, regarde, là, cette personne, maintenant, elle est énervée alors qu'ils ont tout fait pour vous mettre dans cet état. Ça, c'est pas des jeux qui fonctionnent avec moi. Il n'y a pas de problème si je me mets à hurler. Oui, mais il faut être conscient de tous ces jeux émotionnels, de qui vient tirer vos ficelles et de ce qui vient déclencher en vous des réactions que vous ne voulez pas voir transparaître ou alors que vous voudriez tout simplement résoudre. Tu vois, parfois, enfin, moi, j'ai déjà été dans des situations où on m'a dit des choses qui m'ont fait me mettre dans des états volcaniques. Et après, j'ai réalisé, mais en fait, cette personne-là, enfin, je l'ai pour elle, quoi. C'était pas du tout de sa faute. Ma colère n'avait rien à voir avec la personne. C'était un conflit interne. Et d'une certaine manière, les rencontres qu'on fait dans la vie de tous les jours, les gens parfois viennent mettre le doigt sur nos défaillances émotionnelles, sur nos défaillances affectives, sur tout ce qu'on pensait, toutes nos certitudes qui finalement n'en sont pas. Et ça vient nous ébranler et donc on se met en colère. Donc il faut bien comprendre d'où vient la colère. Toutes les colères pas la même légitimité. Mais toutes les colères, si canalisées comme il le faut, peuvent être salvatrices. Bon, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, la tristesse. Donc la tristesse, c'est souvent en réponse à une perte ou à une déception. C'est une émotion en fait où votre corps vous traduit le fait qu'il comprend qu'on est arrivé à une fin. Les gens pensent que quand ils ressentent de la tristesse, c'est une émotion en fait de revendication. Ils pensent que parce qu'ils sont tristes, désolé, vengeance, revanche ou autre, alors que bien souvent, en fait, en physiologie biologique, ce que la tristesse veut vous dire, c'est que votre corps, votre esprit est en train de se préparer à passer à autre chose. C'est pas du tout pour vous inviter à essayer de vous raccrocher au passé, quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais c'est une émotion en fait de transition pour vous dire, ok, situation-là, cette relation-là, ce travail, autre, cette époque, c'est fini. Votre corps, votre esprit, votre âme ressent ces changements et donc tristesse émane. Souvent, les gens ont tendance à interpréter leur tristesse comme, encore une fois, une invitation à se plaindre, alors que la tristesse, c'est plus une invitation à se recueillir sur soi-même. On a tous des manières différentes de gérer nos émotions, mais c'est quand même bon de le garder à l'esprit. La tristesse, elle va principalement venir affecter le chakra du cœur. Ce qui est marrant, c'est qu'elle va venir, enfin c'est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va venir suractiver le troisième œil. Le cœur, souvent on est triste, voilà, on a des peines de cœur ou autres. Intéressant avec le troisième, parce que souvent on fait le lien aussi entre tristesse et les larmes et les pleurs, mais c'est pas les yeux qui pleurent, quoi. C'est vraiment, c'est le cœur qui pleure, c'est le, le cœur, c'est le cerveau de l'âme. Donc le cerveau de votre âme qui, encore une fois, est en train de vous dire que on passe à autre chose. En fait, c'est une compréhension plus profonde
Il y a aussi un lien avec une connexion spirituelle d'une certaine manière, votre tristesse. C'est pour ça que quand vous êtes triste, c'est pour ça déjà qu'il y a des chefs-d'œuvre qui ont été écrits, il y a des chefs-d'œuvre de mélancolie ayant été écrits par des gens très tristes, voire même en dépression. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de la dépression, mais c'est comme tout, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes capable de capter le message de la situation dans laquelle vous êtes et des émotions de votre corps, vous pouvez transcender tout ça en une richesse universelle où on a des poèmes, on a des livres, on a des films, on a de l'art, des sculptures, des tableaux, on a toutes sortes de choses de gens ayant posé leur tristesse sur leur canvas, se liant avec l'humanité, créant quelque chose où la tristesse, supposée une émotion qui isole, finalement va venir lier l'humanité dans une émotion dans laquelle tout le monde se reconnaît d'une certaine manière à un moment donné de sa vie ou à un autre. Donc, la tristesse peut ouvrir la porte vers une connexion spirituelle qui est enrichie. Donc, vous allez avoir le chakra du cœur activé, le chakra de la gorge s'ouvre, on est sur un chakra qui est affaibli au niveau de la gorge parce qu'on a des difficultés à parler. C'est pour ça, encore une fois, la tristesse, se recueillir, prendre le temps de comprendre la fin, vraiment, parce que souvent, c'est ça qui fait que les gens sont troublés, c'est qu'eux essayent de se rattacher à un passé n'étant plus, déjà compris qu'il était temps de passer à autre chose. Tristesse, donc, la tristesse s'évacue, s'évapore, se diffuse dans tout votre corps, enfin bref. Et ce qui va venir se passer, c'est que la manière dont vous allez appréhender cette tristesse, vous allez être plus ou moins capable de transcender votre existence. Enfin, c'est magnifique, en fait, quand on y pense. C'est quand même très, très... La peur. Ce qui est très intéressant sur la peur, parce que bon, déjà, réaction à un danger perçu ou l'inconnu, mais il y a plusieurs types de peurs. Il y a les peurs qui sont innées, donc des peurs qui sont également appelées peurs instinctives ou biologiques, parce qu'elles sont vraiment intrinsèquement liées à notre évolution en tant qu'humain. Donc ce sont des peurs ancestrales, presque, si j'ose dire. Vous avez les peurs qui sont acquises. Donc ça va être des peurs qu'on va venir avec des pensées limitantes, venir vous mettre dans l'esprit, venir vous mettre dans la tête. Donc souvent, ça va être le cas quand vous avez grandi avec une éducation religieuse ou dans un environnement sectaire. Les gens vont venir vous endoctriner avec toutes sortes de peurs, d'inquiétudes, afin de mieux vous diriger. Parce que la peur est une émotion très puissante pour manipuler les gens, en fait. Blocage corporel, elle peut désactiver le chakra racine, la sécurité. Donc le chakra racine, c'est votre premier chakra. C'est le chakra qui est relié avec votre enfance, votre éducation, votre ADN. Donc encore une fois, j'ai fait une autre vidéo où je vous parle des traumatismes intergénérationnels. Où ça c'est pareil, si vous avez grandi dans une famille où, je sais pas, il y avait une angoisse sur quelque chose, ça peut être l'argent, ça peut être sur l'école, ça peut être sur la santé ou l'énergie, mais il y a souvent dans les familles avec des traumatismes intergénérationnels une peur qui est ancrée et qui va être à travers l'éducation transmise de génération en génération. Donc, les parents te disent qu'ils sont en train de t'élever, voilà, en te mettant toutes sortes de peurs en tête, comme si la peur était le danger, alors qu'en réalité, ils sont en train de te rabaisser et t'alourdir, tu vois, surtout pas t'élever, mais vraiment parce qu'ils sont en train de mettre dans ta tête des idées qui t'alourdissent, quoi, des idées, des peurs qui vont venir plutôt t'enchaîner, non pas te libérer. Et donc, par définition, vont plutôt venir te retenir au loin de ta mission sur Terre, encore une fois, ou de ton épanouissement pour ceux pour qui mission sur Terre, c'est un petit peu trop grandiloquent, mais ça va t'empêcher, quoi. Ça, c'est ce qui est certain. La peur, vaincre ses peurs, c'est l'une des choses les plus puissantes que tout le monde peut faire pour lui-même. Et donc, toujours sur cette histoire d'entre peur innée et peur acquise, donc on fait la liste, en fait, les peurs innées, tellement. Vous avez la peur du vide, du vertige. On a fait des études, on voit que les nourrissons, lorsqu'ils sont placés sur des surfaces élevées ou transparentes, comme des tables en verre par exemple, alors que voilà, ce sont des bébés, on fera une vidéo où on parle des enfants, parce que c'est hyper intéressant, les enfants. Les enfants, monde spirituel, décuplé par rapport aux adultes, donc hyper intéressant, mais c'est fascinant de voir que des nourrissons ont déjà ce sens-là. Donc ça prouve que c'est vraiment quelque chose qui est dû à notre évolution. Donc il va y avoir des réactions physiques telles que l'accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, peur des bruits forts. Donc ça, c'est pareil, on a tous été déjà surpris par une détonation ou autre.
Et c'est comme un réflexe, en fait. Donc, tu vas avoir un sursaut et pareil, augmentation du rythme cardiaque, éventuellement dilatation des pupilles. Peur de la douleur, donc ça c'est pareil, c'est inné. On a des réflexes, on a tendance, quand vous naissez encore une fois dans des environnements très stressants ou dans des familles dysfonctionnelles, vous pouvez développer une forme d'hypervigilance si votre père se mettait à vous frapper pour un oui ou pour un non, et que voilà, il y avait une forme d'autorité planante chez vous, mais que finalement les règles votre foyer était à géométrie variable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas le droit de faire ça parce que je suis de mauvaise humeur, mais demain, si je suis de bonne humeur et que je te vois le faire, ça passe. Mais par contre, si le jour d'après, je suis énervée et là, je te tabasse, en fait, tu développes de l'hypervigilance parce que tu ne sais plus de quel côté vient le danger. Ça peut aussi emmener des troubles PTSD par la suite. Mais du coup, voilà, de la douleur, cette appréhension quasiment constante avec des réflexes de retrait pour se protéger. Ça, c'est normal, c'est pareil, c'est une peur qui est ancrée. Souvent, quand vous grandissez dans des familles où vos parents sont sadiques, ils vont s'amuser de ça en essayant de vous rabaisser, de vous culpabiliser du fait que vous essayez de vous protéger de leur violence, en fait. Et ils essayent de vous culpabiliser, de vous humilier quant au fait que vous avez peur d'eux. Alors que bon, quand vous avez la réaction la plus humaine et normale possible face à des comportements aussi imprévisibles et aussi violents, quoi. C'est aussi à garder à l'esprit si jamais vous connaissez des gens grandissant dans des familles ou avec des familles abusives et qui vous racontent des situations où on essaie de les humilier parce qu'ils ont la réaction appropriée ou alors la meilleure réaction qu'ils pourraient avoir face à des situations qu'ils ne devraient même pas vivre, leur rappeler qu'ils sont littéralement en train d'incarner leur essence la plus humaine possible. Vous avez la peur des étrangers, donc ça c'est très intéressant parce que je ne fais pas référence à la xénophobie, mais à la néophobie. Okay, bon, faut pas tout comprendre. Tout peur des étrangers, donc ça c'est pareil, si on observe chez les nourrissons et les jeunes enfants, c'est un mécanisme de protection contre les étrangers potentiellement dangereux. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que quand vous grandissez dans une famille, pardon, attendez, je dois charger l'ordi vite fait. Quand vous grandissez, je sais pas, vous grandissez dans une famille africaine. Bon, attendez une seconde. Attendez une seconde. Ok. Donc, vous grandissez dans une famille africaine, par exemple, et vous êtes un nourrisson. Parents vous laissent avec une famille asiatique, quand même vous n'avez pas encore les facultés d'élocution pour vous exprimer ou quoi. En fait, votre système sensoriel et vos facultés de nourrisson comprennent bien que vous n'êtes pas dans votre famille. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des études aussi très intéressantes qu'on voit enfants ayant été adoptés. Puisque en fait le problème de notre humanité, c'est que on ne se réfère aux gens que quand ils peuvent parler, encore, même quand les gens savent parler, on ne croit pas toujours, n'est-ce pas? Mais tous ces gens ayant été adoptés et qui parfois en fait se retrouvent avec des souvenirs qui sont toujours en eux, mais auxquels ils n'ont pas nécessairement consciemment accès, tous ces gens, ça crée des disruptions, ça crée des interférences et le mot en français m'échappe, mais voilà, des disruptions, je trouve pas un autre mot, des disruptions où biologiquement, ils voient bien qu'ils ont été comme déracinés d'un milieu à un autre. Après, c'est pas la question de savoir si les conditions de vie qu'on leur offre ailleurs, dans une autre famille, sont meilleures ou pas. Mais quoi qu'il en soit, même si tu les prends depuis l'endroit le plus pauvre en Afrique pour les mettre dans la famille la plus riche au monde, il y a quand même une rupture interne et il y a quand même une cassure avec leur environnement et leur source de socialisation primaire. Ça, c'est source de traumatisme. Donc même si techniquement, après, ces gens-là, parfois, pareil, à cause de toutes ces histoires internes qu'on se raconte à nous-mêmes, vont essayer de se dire « Oui, mais voilà, ma vie est meilleure, j'ai été adoptée, ceci, cela », t'as le droit simultanément, enfin deux choses, pardon, peuvent être vraies simultanément. T'as le droit de te dire que je suis reconnaissant d'avoir été adopté et d'être dans une autre famille, mais j'ai tout de même besoin de faire le deuil de cette vie que je ne connaîtrai jamais, même si cette vie, techniquement, sur papier, aurait été moins bien. Il y a quand même un travail d'adaptation qui doit être fait. Or, comme c'est souvent des nourrissons, on prend vraiment le temps de leur accorder le temps dont ils auraient vraiment besoin. Donc ça, c'est aussi à garder à l'esprit. Mais bon, c'est bon du sujet, c'était pour vous parler des peurs des étrangers. Donc, peur des étrangers, manifestation, attachement aux figures familières et réaction de méfiance et de peur envers l'inconnu. Peur de l'obscurité.
Donc la peur de l'obscurité, c'est pareil, c'est préhistorique. La nuit cache des dangers potentiels. Et puis à l'époque où on n'avait pas la lumière, au moment où les prédateurs étaient le plus actifs, quoi. Naturellement, on a peur de l'obscurité. Et donc, sensation d'anxiété, d'inconfort dans nos environnements sombres, ça va souvent être d'actualité quand vous êtes dans la manifestation de cette peur. Donc, si vous parlez avec à peu près n'importe quelle femme à notre époque, se baladant ou devant entrer chez elle la nuit, le soir, peur de l'obscurité, quand même, c'est vraiment la peur des hommes se baladant à l'heure où il fait obscur, le vrai problème, mais la peur de l'obscurité avec ses sentiments d'anxiété et d'inconfort, toutes les femmes connaissent, toutes les femmes sont familières avec ça. Et ensuite, vous avez les peurs apprises. Et ça, c'est totalement fascinant parce que, donc, je vous ai fait là la liste. Je vous fais le résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. Peur de la chute, peur des bruits forts, peur de la douleur, peur des étrangers, néophobie, peur de l'obscurité. Donc ça, ce sont 5 peurs ancestrales biologiques innées. Après, toutes les autres peurs, donc que soit là maintenant tout de suite la chose dont tu as peur, c'est une peur apprise. La question, c'est qui te l'a appris, pourquoi, comment, depuis quand est-ce que tu as peur de ça, est-ce que tu as l'intention d'arrêter. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est les autres peurs n'ont rien à voir avec toi, techniquement. Elles ont à voir avec ton environnement et la manière dont tu as été socialisé, la manière dont tu as été conditionné. Par exemple, je sais pas, moi, quand tu étais enfant, tu as été mordu par un chien et maintenant, voilà, tu as peur des chiens, tu as peur des animaux. Ça, c'est parce que c'est pas dû à une prédisposition biologique, tu vois. C'est parce que l'intensité de ce que tu as vécu ou la spécificité de ce que tu as vécu a laissé autisme et que parfois tu vis quelque chose, comme par exemple, imagine que tu t'es fait mordre par un chien. Bon, c'est autre chose si tu, enfin, tu vois, il y a des degrés. Moi, j'ai vu des histoires où des enfants se font massacrer par des animaux, ça c'est autre chose. Mais là, on part sur le niveau 1, on va dire vraiment juste un chien, un petit chien te mord, et voilà. Donc, en principe, ça n'aurait pas dû être traumatique. Mais comme tu es dans un environnement où peut-être, voilà, tu te mets à pleurer, tu vas vers tes parents, tu vas vers tes proches pour du réconfort, qu'on te soigne ou quoi, peut-être que tu étais négligé à ce moment-là. Donc, quelque chose qui en fait était bénin, banal et aurait pu être résolu devient un problème en toi parce que t'as pas reçu l'attention. Le problème n'a pas reçu l'attention qu'il méritait afin de te calmer sur le plan émotionnel. Et maintenant, tu te retrouves avec une peur, maintenant tu te retrouves avec une angoisse, maintenant tu te retrouves avec une phobie. Et tant que tu vas pas venir la déraciner et la désapprendre, en fait, désapprendre ta peur, tu vas la trimballer à travers ta vie. Alors qu'encore une fois, c'est une peur qui finalement ne t'appartient pas. Peur de l'échec, donc ça c'est très 2024, notre génération, tous ces trucs-là, le peur de l'échec et ce genre de choses, syndrome de l'imposteur, c'est développé à travers des expériences éducatives et sociales où l'échec est stigmatisé.